Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires à destination des startups Deep Tech, donc de la génération Deep Tech. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir deux produits BPI France, deux produits d'accompagnement qui ont vocation à booster votre développement, qui sont le Diag Croissance et le Diag Europe. Donc petit rappel sur l'agenda de cette séquence. Donc, on va commencer par la présentation du Diag Croissance et on aura donc un témoignage d'une startup avec donc Constance Le Gallet. Deuxièmement, une présentation du Diag Europe par Zenaël Kurdi et le témoignage d'Emmanuel de Rivoire. Et ensuite, une session de questions-réponses. Donc, on répondra donc à toutes les questions que vous aurez posées. Donc, j'espère que vous voyez que vous avez sur le côté un onglet chat et un onglet questions. Donc, le mieux est de poser sa question dans l'onglet dédié afin que les personnes puissent voter dessus, ce qui nous permettra de sélectionner les questions les plus plébiscitées en fin de session. Voilà, donc malheureusement, on a eu notre intervenant Paul Fayada qui a eu un contretemps à l'hôpital, donc peut-être qu'il nous rejoindra en cours de webinaire, on espère, mais voilà, rien n'est garanti. Il fait le maximum. Donc voilà, pour commencer, eh bien, je laisse la parole à Constance qui va vous parler du Diag. Bonjour à tous. Oui, du coup, désolée pour le contretemps du témoin du Diag Croissance. Donc, je vais essayer de... déjà, je vais vous présenter un peu le dispositif et puis je vous parlerai un petit peu peut-être de cette entreprise en particulier qu'on voulait voir témoigner et de trois mots sur son activité et puis un peu ce qu'elle a pu en retirer de ce que j'avais pu échanger avec lui. Alors, d'abord, juste pour commencer, donc le Diag Croissance, là, vous voyez la slide. On voulait juste, enfin, le Diag Croissance et le Diag Europe, d'ailleurs, on voulait les repositionner rapidement dans le paysage de BPI France pour que vous puissiez un peu voir où ça se situe. Donc, BPI France, là, on a mis quelques-uns des grands piliers, enfin, les piliers principaux de la maison. Donc, vous nous connaissez beaucoup, je pense, pour le financement, pour l'investissement, la prise de participation qu'on peut faire dans des startups innovantes ou des PME plus classiques. On a aussi une grosse activité qu'on appelle assurance export, mais qui est plus largement d'aider votre financement d'internationalisation. Et on a depuis tout le temps d'ailleurs, mais de façon beaucoup plus structurée, beaucoup plus industrielle depuis 2 ans, une activité d'accompagnement, ce qu'on appelle d'accompagnement. Donc c'est tout ce qu'on peut faire en fait auprès de vous pour vous aider à vous développer dans la bonne direction. Donc c'est au-delà du financement ou de l'investissement, au-delà de l'argent finalement, tout ce qu'on peut faire pour vous aider à vous orienter dans les bonnes directions. Donc c'est ici que se situent les diagnostics croissance et Europe. Alors, le diagnostic croissance. Alors, pour commencer, donc ça c'est celui qui est sous ma responsabilité. Donc le diagnostic croissance, comme les deux diagnostics qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on appelle donc une prestation d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait appel à des experts, des consultants ou des experts externes pour réaliser des prestations auprès de vous sur des thématiques particulières. Donc là, en l'occurrence, ça va être sur la croissance de votre entreprise, vraiment la croissance du chiffre d'affaires, comment vous développez, quelles sont les décisions opérationnelles à prendre rapidement, au court terme, dans les 3 à 6 mois, pour augmenter votre chiffre d'affaires, etc. Donc, on fait appel à des prestataires externes. Ces prestataires, ils réalisent la prestation de conseil avec vous. Ensuite, nous, on va apporter un cofinancement au montant de cette prestation. Donc, la prestation sur le Diag Croissance, par exemple, c'est 5 000 €. Et nous, BPI France, on va apporter 2 500 € sur ces 5 000 €, le reste étant à votre charge directement. Donc voilà, donc ça c'est pour les grands principes. Donc voilà, donc si je rentre un peu plus dans le détail, disons, du diagnostic croissant, j'espère que vous voyez bien la slide, c'est écrit un peu petit. Donc ce qu'on a cherché à faire, enfin ce qu'on cherche à faire encore aujourd'hui avec ce Diag Croissance, donc c'est vous accompagner, comme j'ai dit, dans cette phase de croissance. Donc pour nous, ça veut dire passer un cap d'accélération. Donc en général, la trajectoire assez classique d'une startup que vous pouvez avoir, même y compris pour les startups Deep, c'est un début un peu, enfin une courbe un peu comme ça, un début un peu préparation, premier lancement, premier client, etc., lancement d'activité, et après une première phase d'accélération. Ça peut être évidemment augmenter, faire x2 son nombre de clients, ça peut être un premier pied à l'international, même en restant très proche en Europe, etc. Donc c'est vraiment la première étape d'accélération que vous allez pouvoir vivre juste après avoir fait votre POC, votre Proof of Concept. Donc voilà, donc l'idée, nous, le Diag Croissance se situe vraiment à ce moment-là, idéalement en tout cas. C'est ce qu'on cherche à atteindre comme cible. Enfin, en tout cas, les experts et la façon dont on l'a construit, c'est pour ce moment-là de vie que vous pouvez avoir. Vous êtes à une étape charnière, en fait, vraiment clé de votre développement.
Et en général, alors là, c'est ce qu'on a indiqué, c'est le cas aussi général, c'est par exemple, ça peut être lorsque vous êtes dans une première, vous voulez préparer votre première levée de fonds, pardon, VC. Donc c'est votre première vraie, entre guillemets, levée de fonds. On ne fait pas cas de la love money, etc. Donc c'est vraiment ce moment-là qu'on cherche à accompagner en vous apportant du coup, donc là c'est plus la partie en grise dans le slide, en vous apportant, en vous mettant en relation avec le ou les bons experts qui pourraient, selon nous, selon votre problématique, selon votre situation à ce moment-là, vous accompagner, et en apportant ce cofinancement. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment important de vous aider dans cette phase d'accélération parce qu'on sait, l'expérience nous a montré évidemment que cette première étape dans votre vie, elle peut être parfois elle peut être vraiment décisive pour la poursuite de votre activité, pour le fait d'être une entreprise qui va vraiment décoller ou qui va un peu stagner. Donc le but, c'est vraiment que les experts vous aident à vous construire et à vous développer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors en fait, concrètement, comment ça se passe? Les experts vont qui vont en fait vous aider à redéfinir votre stratégie de croissance, identifier avec vous les bons leviers, voir ce qui ne va pas aujourd'hui, quelles sont vos problématiques et quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place pour régler ces problématiques plus ou moins assez rapidement. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un plan stratégique à 10 ans, c'est pas de simplement, entre guillemets, juste refaire votre business plan, c'est vraiment d'avoir une vraie réflexion stratégique avec vous. Et comme je disais, pas une réflexion à 10 ans, mais d'avoir quelque chose d'opérationnel que vous pourriez, et avoir des actions et des leviers de croissance que vous pouvez actionner assez rapidement. Donc voilà, nous, on s'attache, en tout cas, c'est ce qu'on a demandé aussi à nos experts, enfin aux experts avec qui on travaille, d'avoir une approche concrète et qui tient compte de la réalité de la vie des startups, qui est, alors, si vous êtes par exemple une startup de la biotech, comme le témoin qui aurait dû être là, ça va être évidemment, vos problématiques de temps sont différentes d'une startup, même deep tech du numérique, où ça va être quand même d'accélérer plus rapidement. Donc voilà, c'est vraiment une question d'adaptation selon les experts. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a constitué donc un réseau d'experts. On a lancé un appel à candidature, on a évalué, on a constitué un jury, monté un jury et établi une liste d'experts avec qui qu'on a estimé bon pour travailler avec les entreprises. Ce réseau d'experts, il nous permet de mailler tout le territoire. Il nous permet de couvrir plusieurs secteurs d'activité. Donc on a des experts qui ont plus une expérience passée, présente dans le secteur industriel, d'autres qui sont vraiment spécialistes de la biotech, de la medtech, et d'autres évidemment qui sont peut-être un peu plus nombreux sur les secteurs du numérique. Donc l'idée, c'est que si vous vous trouvez à ce moment-là de votre vie de startup, que vous pensez, vous sentez en fait que vous avez besoin d'un regard extérieur, de prendre du recul en fait. L'idée, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul à ce moment-là, parce que vous avez tous mis dans le guidon, il y a l'opérationnel, il y a la R&D, etc. Donc si vous sentez que vous êtes à ce moment où vous souhaitez prendre du recul sur votre activité et votre stratégie, vous pouvez faire appel à ce biais de croissance. Et nous, l'idée, c'est qu'en échangeant avec vous, on vous mette en relation avec 2, 3, en général, c'est 3 experts qui, selon nous, peuvent répondre à vos besoins. Et ensuite, c'est à vous de contacter, vous pouvez contacter ces 3 experts si vous le souhaitez, vous pouvez en contacter 15 selon le CV qu'on vous aura transmis. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que ce soit vous, évidemment, qui choisissiez avec qui vous allez travailler. Parce que à notre sens, pour que cette prestation, elle réussisse, il faut qu'il y ait une relation de confiance, un fit personnel entre vous, qu'il y ait des bons atomes crochus, et du coup, que vous ayez, on vous laisse évidemment l'option de choisir avec qui vous allez travailler. Voilà, donc le diag croissance, juste pour terminer de façon encore plus concrète, disons, c'est une phase d'état des lieux et une phase de recommandation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 5 000 euros hors taxe. Donc nous, on apporte, à l'issue de la prestation, on paye notre quote-part de 2 500 euros. Et du coup, ces 5 000 euros, c'est à peu près 5 jours de prestation. Certains experts vont faire peut-être 4 jours et demi, d'autres 6, ça dépend un petit peu. Mais grosso modo, on est autour de 5 jours de prestation pour 5 000 euros. Et dans ces 5 jours, du coup, il y a 5 jours de temps homme, évidemment. Donc dans ces 5 jours, il y a vraiment une phase d'état des lieux avec vous. L'expert fait des entretiens avec vous, vos équipes dirigeantes, fait de la recherche sur votre produit, votre dispositif, fait du benchmark, etc. Donc ça, c'est la première phase d'état des lieux, vos stratégies commerciales actuelles, etc., vos canaux de distribution. Et ensuite, une phase de recommandation. Alors parfois, ça se présente sous forme d'atelier,
où les experts vont faire appel à d'autres experts qui connaissent. Parfois, c'est des ateliers uniquement avec vous. Voilà, ça peut prendre des formes assez variées. Et ça, c'est aussi vous qui pouvez choisir, en fait, selon les experts qu'on vous propose, avec quelle est la méthode qui vous convient le mieux. Voilà, je pense que pour la présentation du diacroissance, j'ai terminé. Peut-être juste avant de passer je vais pas vraiment passer au témoignage, mais en tout cas avant de vous expliquer un petit peu sur la base de cet exemple comment ça peut s'adapter aussi à une startup de la deep tech. Juste vous voyez sur la slide, il y a un petit écran là, en bas à gauche, il y a un petit écran, un petit ordinateur avec un lien. Donc en fait c'est le lien pour faire votre demande de diacroissance. Donc si ça vous intéresse, vous trouvez un expert, on échange en amont, et une fois que vous avez un peu près arrêté tous les éléments, vous pouvez faire votre demande en ligne sur ce site. On vous demande quelques documents, on vous demande une liasse fiscale, des attestations de régularité. Enfin, c'est quand même très léger par rapport à ce que vous pouvez voir d'habitude. On instruit votre dossier. Si tous les documents sont là, que l'expert, on le connaît, on l'a déjà travaillé avec lui, ça facilite beaucoup les process. Franchement, ça peut être validé en moins de 24 heures parfois. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un process assez rapide et assez léger, mais il faut absolument passer par ces plateformes. Alors, du coup, je vais peut-être passer... non, j'ai pas de... C'est la suivante. Donc, là, voilà, vous voyez la personne qui devait témoigner. Donc, encore une fois, désolée pour ce contretemps. Donc, c'était Monsieur Fayada de la société PFFI. PFFI qui signifie Pegas Fayada Flexible Instrumentation. Alors, du coup, je vais vous le faire un peu rapidement. Je vais plus m'appuyer là-dessus. Donc, PFFI, qu'est-ce que c'est? On est vraiment plutôt dans une startup biotech qui développe un implant rachidien innovant. Donc, je ne cache pas que moi, c'est pas du tout, évidemment, mon secteur de spécialité. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez qui demande de longues périodes de R&D toutes les contraintes que vous pouvez imaginer ou connaître dans le secteur de la biotech. Donc en fait, ce qui s'est passé avec PFFI, c'est que après avoir commencé à faire, pas commencé d'ailleurs, après avoir bien avancé sur le développement, avoir constitué une équipe dirigeante plutôt équilibrée, parce que donc Monsieur Fayada qui est présenté comme donc là il est à l'hôpital parce qu'il a un passif de chirurgien, passif d'ailleurs peut-être toujours actuellement j'imagine, de chirurgien. Donc voilà, donc une équipe plutôt équilibrée parce qu'à lui, il y avait un ingénieur, une personne qui était un peu plus dédiée à la coordination, disons, de la R&D, une personne plus dédiée sur l'aspect un peu plus commercial, disons, avec un passé, une expérience, une formation complémentaire à HEC, donc un profil un peu plus commercial. Donc cette équipe s'est rendue compte à ce moment que, voilà, comme je disais, en fait, après avoir fait une grosse phase de R&D, avoir commencé à voir le bout du tunnel sur le produit, a eu besoin de s'interroger en fait sur la stratégie commerciale qu'elle pourrait avoir et comment lancer opérationnellement ce produit. Donc en fait, le diagnostic croissance a été fait avec un expert qui a une double casquette, qui sur le secteur des biotech est assez spécialisé et qui a aussi une dimension levée de fonds qui est très importante. Donc en fait, le travail qui a été réalisé, c'était aussi, alors je ne sais pas s'ils ont réalisé au final la levée de fonds, en tout cas c'était aussi dans cet objectif-là. Donc en fait, ça permet ils ont travaillé sur toutes les grandes orientations, les grands axes que un fonds d'investissement va regarder. Donc le marché, les quelques éléments financiers évidemment, une projection à horizon 3-4 ans, une présentation un peu plus claire, un peu plus vulgarisée, j'ai envie de dire, du produit, une stratégie commerciale, etc. Donc voilà, donc on est vraiment sur... le but du diacroissance, comme je le disais, c'est pas de refaire votre business plan. Le seul objectif n'est pas de faire votre business plan à votre place, entre guillemets, et puis c'est tout. C'est vraiment de vous accompagner, de vous aider à déjà à le faire vous-même et à vous donner les bonnes clés de développement et à aller voir un petit peu plus loin en identifiant vraiment les points d'achoppement et qu'est-ce que vous pourriez faire demain et aussi pour régler ces problèmes-là et évidemment aussi valoriser vos forces. Donc voilà,
pense que, sans rentrer dans les détails, en tout cas, si on a, je ne vais pas aller plus loin sur le témoignage parce que c'est un peu délicat, donc il y a des parties un peu confidentielles dans les rapports. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que si on avait demandé à cette personne de témoigner, cette entreprise, c'est qu'elle était très satisfaite, il avait indiqué être très satisfaite en tout cas du Diacroissance, et que ça l'avait vraiment aidé à débloquer des situations et à maturer le projet, en fait, à avoir au-delà, à ouvrir les champs des possibles, et en tout cas les champs pas des possibles, plutôt de ce qu'il fallait faire, et à voir au-delà à sortir le nez du guidon, en fait. Voilà, je sais pas si on enchaîne, c'est ça, je pense, je sais pas si on prend les questions tout de suite ou plutôt à la fin. Non, on les fera à la fin, toutes les questions. Là, on va enchaîner avec le Diag Europe. Merci, Constance. Merci. Bonjour à tous. Du coup, Zenaïl Kurdi, moi je travaille chez BPI France et je suis notamment responsable donc, de l'offre Diagnostic Europe. Donc le Diagnostic Europe, ça vise à accompagner les entreprises françaises vers l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation, donc qui a remplacé récemment le programme Instrument PME pour ceux qui connaissent l'ancien nom. Donc avant de vous présenter notre accompagnement, je vais dire quelques mots sur ce programme et ensuite je laisserai la parole à Emmanuel de Rivoire, donc dirigeant de Kinov Therapeutics, dont le retour sur expérience viendra compléter cette courte présentation. Donc rapidement, l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation, c'est un programme de la Commission européenne qui a pour objectif d'accélérer le développement et la mise sur le marché de produits innovants qui vont venir impacter le marché international. Donc pour ça, la Commission européenne peut financer votre projet, donc soit au travers d'une subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions et qui couvre 70% des dépenses éligibles de votre projet, soit au travers d'un financement mixte, donc qui allie cette partie en subvention et une partie de prise de participation en capital qui, elle, peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. C'est un concours donc européen qui est ouvert à toutes les PME, donc de tout secteur, toute innovation, et donc il y a 4 appels à projets par an. Alors ouvert à toute thématique, à l'exception de la prochaine date, le 19 mai, qui elle est réservée aux projets donc en faveur de l'environnement, mais voilà, ça reste exceptionnel. Enfin, normalement, c'est ouvert vraiment à tous les projets. Donc au niveau de l'évaluation, donc ça se passe en 2 étapes. Dans un premier temps, vous déposez un dossier en ligne en anglais de 30 pages et si vous êtes présélectionné, vous passez un oral à Bruxelles où vous pitchez votre projet pendant 10 minutes et vous avez ensuite 20 à 30 minutes de questions-réponses. Lors de ces 2 étapes, donc les critères d'évaluation sont les mêmes. Ça va être l'excellence de votre produit, de votre innovation, l'impact sur le marché et la mise en œuvre de votre projet. Ce qu'il faut retenir sur ce programme et qui le différencie des autres de la plupart des autres programmes européens, c'est qu'on est vraiment sur un dispositif qui est très axé marché, très axé business. L'exercice finalement qui vous est demandé, c'est un peu le même que vous feriez devant des investisseurs. Donc aussi bien au niveau du dossier écrit qui se présente comme un business plan, qu'au niveau de l'oral, puisque vous faites face à un jury essentiellement composé d'investisseurs. Donc chez BPI France, nous on est persuadés que c'est un outil qui est extrêmement extrêmement puissant pour le développement des entreprises. Donc d'une part par son financement et les modalités que nous chez BPI France par exemple on ne serait pas en mesure de vous proposer, mais aussi par la visibilité que ça vous apporte au niveau de l'international d'avoir ce soutien de l'Europe. Et donc, qui dit programme intéressant, dit programme très sélectif. On a un taux de succès qui est autour de 5%, donc vraiment pas très élevé, et donc qui nécessite une vraie bonne préparation et d'être bien accompagné pour se lancer dans ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose ? On a essayé de mettre en place une sorte de continuum d'accompagnement. On intervient dans un tout premier temps, donc nous, l'équipe de BPI France qui travaille sur ce sujet, mais aussi le réseau européen Point de contact national PME,
donc on coordonne chez BPI France. Donc on est là dans un premier temps pour vous donner toutes les informations sur ce dispositif et surtout pour évaluer avec vous la pertinence d'une candidature. Est-ce que c'est le bon guichet? Est-ce que c'est le bon moment pour candidater? Ensuite, on peut vous mettre en relation avec des cabinets de conseil qu'on a sélectionnés sur des critères de résultats et qui sont donc là pour vous accompagner à monter le dossier. On ne s'arrête pas là sur cette prestation de conseil puisqu'on peut prendre, au même titre que le diagnostic croissance, on peut prendre en charge 50% de ce coût, donc sur un maximum qu'on a fixé à 20 000 euros hors taxe. Donc nous, on peut prendre en charge jusqu'à 10 000 euros sur le coût de cette prestation de conseil, donc qui est là pour vous accompagner dans le montage de votre dossier. Ensuite, la dernière étape sur laquelle on souhaite pouvoir vous accompagner, c'est l'étape de l'oral, puisqu'on organise systématiquement pour toutes les entreprises qui sont sélectionnées à l'oral des séances de coaching donc pour préparer le pitch devant le jury européen. Donc là, on travaille essentiellement la forme, puisque à ce moment-là, vous avez déjà envoyé en fait votre présentation au jury, mais ça permet de bien se mettre dans le bain, d'échanger aussi avec d'autres entreprises et surtout de préparer au mieux votre oral. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Je reste là pour les questions et n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de l'offre. Vous avez donc toutes les informations et si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, c'est aussi l'endroit pour les poser. Et donc je laisse la parole à Emmanuel pour son témoignage. Voilà, ça y est, mon micro est activé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel de Rivoire, le CEO de Kinov Therapeutics. Donc, je vais d'abord vous dire 2 mots de Kinov Therapeutics et puis ensuite, je vais vous parler du diagnostic Europe et du dispositif européen dont nous avons bénéficié et donc qui est en cours de réalisation chez nous. Donc, Kinov Therapeutics, c'est une start-up qui est assez récente et qui est partie d'une innovation, d'une découverte qui a été faite par un neurobiologiste qui est un ancien du Collège de France. Et nous pensons qu'on a découvert un mécanisme complètement nouveau qui explique et qui est capable de traiter les addictions. Donc, c'est un énorme problème de santé publique, comme vous pouvez vous imaginer. Et on a commencé à générer toute une série de données animales qui ont confirmé ces hypothèses, et notamment sur l'addiction à l'alcool, où on avait des résultats précliniques qui étaient vraiment exceptionnels. Donc, sur cette base-là, on a voulu aller plus loin, donc commencer à faire une phase 2. Et pour ça, il a fallu chercher des financements. Donc, on a eu toute la partie levée de fonds que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a été pas forcément facile parce que l'addiction, même si c'est un énorme problème de santé publique, c'est quelque chose qui fait un peu peur, en particulier aux investisseurs. On a finalement trouvé un industriel, un petit labo pharmaceutique qui a accepté d'investir chez nous, mais ça ne nous permettait pas de boucler l'ensemble. Et avec, je dirais, l'idée de DevUp, qui est une antenne de développement de la région Centre-Val de Loire, parce que notre société est basée à Orléans, on a été aiguillé vers le dispositif européen. Donc, à ce moment-là, on a fait comme font les entrepreneurs. J'ai été sur le site, j'ai regardé comment il fallait faire, j'ai commencé à écrire un dossier. Pendant 1 mois, je me suis plongé là-dedans et j'ai eu un comité de relecture dans laquelle il y avait, je pense, des gens de la BPI, il y avait les gens des ambassadeurs du programme européen en France. Et là, j'ai reçu une grosse claque parce qu'on m'a dit votre dossier, il est vraiment mauvais. Il est vraiment très mauvais. Quand vous en parlez, ça a l'air d'avoir un sens, mais le dossier tel que vous l'avez écrit, ça ne va pas du tout. Donc, ça m'a absolument convaincu de me faire accompagner. Et c'est là où, à la fois, j'ai interviewé des consultants et puis j'ai eu des contacts avec, avec Zena. Et on a commencé à structurer une approche avec le soutien de consultants pour soumettre le dossier et essayer et tenter d'avoir la subvention. Donc là, on est rentré non pas dans une course de vitesse, mais dans un vrai marathon parce que, en fait, comme vous le disiez, Zena, tout à l'heure, il y a 5% de réussite, mais heureusement, on a le droit de resoumettre. Nous avons réussi à obtenir la subvention à la 3e soumission.
Donc, il faut vraiment avoir, je dirais, de l'énergie, de la constance et pas se laisser décourager au décours du processus. Donc, on a été accompagné par un consultant qui sont des gens vraiment de très grande qualité. Notre premier dossier, la notation, comme l'expliquait Zena, c'est sur 4 critères. Chaque critère pèse 5. Donc, oui, c'est ça, 5. Donc, c'est une notation sur, non, le total, c'est sur 4, pardon. Donc, le total, c'est 15. Donc, il faut avoir un certain. Vous avez votre note qui arrive, et à la première évaluation, on avait 12,90. Donc, on se dit c'est pas trop mal, 12,90 sur 15, mais en fait, c'est largement insuffisant, puisque on sait que dans le domaine de la santé, il faut avoir plutôt entre 13,8 et 14 pour être appelé à l'oral. Bon. Donc, on s'est dit, allez, on retente. Donc, on a réécrit le dossier, on a approfondi un certain nombre de sujets, on a clarifié un certain nombre de points, mais tout ça dans la contrainte des 30 pages dont vous parlez, Zena. Et puis, deuxième soumission, on obtient 13,4. Donc, on s'est dit, c'est un joli bon. 13,4, ça nous donnait déjà ce qu'on appelle le Seal of Excellence, qui est une espèce de reconnaissance en disant vous avez obtenu un certain niveau. Donc, ça, déjà pour l'extérieur, pour les banquiers, pour les financeurs, ça peut toujours être utile, mais ce n'était pas suffisant pour être pris à l'oral. Et donc, on a décidé de quand même tenter une chance d'une troisième soumission. Et là, on en reparlera, mais la différence entre la deuxième et la troisième soumission, ce n'était pas le corps du dossier lui-même, c'était que dans vos soumissions, vous avez vos 30 pages de dossiers qui sont avec un plan très, très prédéfini. Donc, vous remplissez paragraphe après paragraphe sur quelque chose qui est extrêmement guidé. Mais on vous demande aussi un certain nombre d'annexes. Et dans ces annexes, il y a des lettres de soutien de la part des stakeholders, de vos partenaires dans l'environnement, que ce soit des futurs clients, des scientifiques, que sais-je. Et c'est vrai qu'on avait quelques lettres de soutien, et notre consultant nous a dit de toute façon maintenant, le dossier, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Nous, on pense que vous pouvez réussir, mais il faut vraiment que vous ayez beaucoup plus de lettres de soutien. Donc, on s'est beaucoup agité pour obtenir ces lettres. On en a obtenu quelques-unes, enfin 4, 5 supplémentaires, mais qui étaient vraiment très, très fortes et très impactantes pour le dossier. Et donc, on a été convoqué à l'oral. Alors là, l'oral, c'est une autre épreuve. On remet les compteurs à zéro, donc chacun repart sur la même ligne de départ pour l'oral. On ne sait pas du tout quelle est la qualité de prestation des autres. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a 10 minutes de pitch et pas 10 minutes et 15 secondes. Ça se passe avec, comme dans les débats télé pour la présidentielle, on enclenche le chronomètre au premier mot, et puis vous voyez, en même temps que vous parlez, l'horloge qui défile, c'est un peu stressant, mais on sait qu'à 10 minutes pile, on arrête. Et après, vous avez les questions-réponses. Et évidemment, il faut toujours essayer d'avoir le temps pour faire sa conclusion, parce que si on vous arrête sur votre slide de conclusion, c'est là où tout l'impact de votre topo est en train de disparaître. Donc, personnellement, moi, évidemment, j'avais écrit un texte mot à mot des 10 slides qu'on avait fait pour la présentation. Ce texte, je le connaissais absolument par cœur et je l'avais aménagé de manière à ce que, en l'ayant répété, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 fois, je ne sais plus, je tombe toujours entre 9,30, entre 9,15 et 9,30. De manière à être, le jour de l'oral, suffisamment à l'aise en me disant, je ne suis pas obligé d'accélérer trop, je vais pouvoir tout passer dans les 10 minutes. Donc ça, c'est des petits trucs et astuces qui sont, à mon avis, importants pour être sûr de pouvoir être percutant pendant cette épreuve orale. Deuxième chose, c'est la session des questions-réponses. Alors évidemment, les questions-réponses, ça peut venir dans tous les sens. Là, on avait choisi, nous, d'être à 3 pour pouvoir avoir les expertises qu'il fallait pour répondre à toutes les questions et aussi pour montrer au jury que c'était pas simplement un type qui avait bossé avec un consultant pour déposer un dossier et chercher de l'argent, mais qu'il y avait une vraie équipe derrière le projet. Et pour les questions, notre consultant qui a pas mal d'expérience a en fait un thésaurus de questions posées. Donc, on avait travaillé, je ne sais pas, 70 ou 80 questions. Et on avait fait des rounds et des rounds de questions, soit qu'on connaissait, qu'on avait préparées, soit des questions qui nous balançaient comme ça, comment dire,
au milieu de nulle part, et on voyait comment est-ce qu'on réagissait, on a débriefé, donc on a fait 4 ou 5 séances de préparation à l'oral qui ont été fort utiles. Donc au total, on a gagné la subvention, après donc 3 soumissions, on a eu 2,4 millions de subventions, ce qui, complété à notre levée de fonds, nous permet maintenant de financer intégralement notre phase 2, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a appris au décours de ce marathon? Parce que ça a duré 12 mois en fait en tout. On a appris d'abord à réfléchir de façon un peu distanciée, et de ce point de vue-là, ça rejoint un tout petit peu le premier diagnostic croissance qui a été exposé en termes de processus. C'est-à-dire que dans les startups, on est le nez sur le programme qu'on doit délivrer. Et là, vu les thèmes qu'il faut aborder dans le dossier, on est obligé de se mettre un petit peu en retrait et d'essayer de vraiment penser à la cohérence de la stratégie. Et ça apprend beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'on doit s'y mettre tous ensemble. C'est-à-dire que le consultant, il écrit, mais il n'est pas légitime pour le contenu. Et ce contenu, c'est l'équipe de la start-up qui doit le générer. Et c'est aussi un instrument très fort de cohésion et d'alignement vers une stratégie. Et donc, on a appris beaucoup. On a eu d'ailleurs un certain nombre d'idées dans notre développement stratégique qui nous sont venues quand on s'est creusé la tête pour savoir comment est-ce qu'on pourrait être le plus convaincant possible pour vendre le projet de Kinoff Therapeutics. Et puis, je vais quand même dire un mot sur la BPI et l'accompagnement dont on a bénéficié. Ce que Constance et Zena vous ont dit est absolument vrai, c'est-à-dire que la réactivité est très grande. Si vous arrivez, que vous faites une demande pour un diagnostic Europe, vous avez la réponse dans la semaine. Donc, c'est pas un dossier qui se rajoute au dossier, c'est véritablement un soutien très opérationnel pour le dossier tel que vous allez le présenter à la Commission européenne. Alors, dernier mot maintenant, c'est le suivi. Évidemment, on a 2,4 millions. Nous, on ne vous les vire pas le jour de la signature de l'accord de subvention. Il y a un certain nombre de milestones. Ensuite, après, il y a tout un suivi. On s'engage sur des délivrables. Donc, tout ça, il y a un reporting. Ça prend du temps, ça prend éventuellement un peu d'argent, mais ça vaut largement le coup par rapport à l'oxygène qu'offre une opportunité de cette ampleur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, super. Merci beaucoup Emmanuel pour votre témoignage très complet. Et en plus, du coup, ça a laissé le temps à Paul Fayada de nous rejoindre du coup sur ce webinaire. Du coup, Paul in extremis. Donc, je crois qu'on a un petit problème de micro quelque part. Paul, si vous le souhaitez, vous avez quelques minutes du coup pour nous partager votre expérience du Diag Croissance. Oui, écoutez, d'abord, excusez mon retard, oui, parce que j'ai eu une urgence à opérer, donc ça m'a un peu perturbé dans mon emploi du temps, et j'en sors juste un instant. Alors, oui, en quelques minutes, nous, on développe un matériel de chirurgie implantable, donc c'est un processus de longue haleine qui a débuté avec Eurasanté, qui a accepté de nous incuber, en partenariat étroit avec BPI, bien sûr. Et donc là, quand on a eu besoin, on nous a proposé ce diagnostic qu'on a accepté, bien sûr. Et ça s'est déroulé avec Hussan Sheikh, d'accord. Et on avait besoin de faire un business plan relativement étoffé puisqu'on concourait pour la bourse ILAB 2019, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, et ce qui nous a permis de remplir un dossier tout à fait convenable en vue de soutenir ce projet, puisqu'on a des investissements à faire qui se chiffrent en centaines de milliers, peut-être même millions d'euros à moyen terme. Donc on est encore en plein dans cette dynamique. Avec actuellement, ça nous a permis donc de continuer l'élaboration des prototypes au niveau de la recherche qu'on mène avant de mettre sur le marché, et de préparer aussi
les étapes ultérieures, même si c'est pour l'instant des étapes préliminaires, mais en termes d'études cliniques qu'on va devoir faire pour affirmer l'innocuité de ce dispositif implantable. Donc ça s'est passé sur on a fait ça sur, je pense, 6 semaines environ, en partenariat étroit avec Usain Sheikh. Ça a dû commencer donc en décembre 2018 et on a terminé, je crois, en janvier. Vous souhaitez peut-être nous raconter un peu plus précisément ce que vous avez réalisé peut-être pendant ce diagnostic? C'est-à-dire que moi, comme tout bon chirurgien, enfin en tout cas, c'est mon cas, je suis un chirurgien pur et dur, donc le business plan pour moi égale une immense feuille blanche. Donc évidemment que la contribution de BPI du Usain Sheikh a été déterminante, puisque ça nous a permis d'abord d'affiner quels étaient les besoins d'une start-up, parce qu'en dehors des grandes lignes de construction de la recherche, il a fallu affiner toutes les cases qui concernaient aussi non seulement la recherche, mais encore une fois, tout le processus de développement, d'intégrer les étapes de commercialisation initiale, la recherche ultérieure de capitaux, faire des résumés qui puissent intéresser les investisseurs dans un deuxième temps, et on est encore dans ce processus d'investissement qui se prolonge, puisque en fait on a été, nous, reçus, collés à iLab, ce qui nous a permis d'avoir des subventions avec lesquelles on fonctionne encore aujourd'hui, grâce du coup à la métropole lilloise et à des avances remboursables et subventions faites par BPI en collaboration du coup à l'issue du reçu collé au niveau national de iLab. Donc c'est encore une fois, ça nous a permis de nous mettre à l'étrier avec beaucoup plus de connaissances du milieu de l'entreprise débutante que nous sommes, même si ça fait maintenant 3 ans qu'on a commencé, mais encore une fois, au début, avec des grandes plages d'ignorance, et encore maintenant, et c'est pour ça que on fonctionne encore en partenariat étroit, 1 avec Aura Santé, 2 avec BPI pour nous accompagner là-dessus, et puis bien sûr, maintenant, on avance un petit peu plus de façon autonome aussi avec des créations de directeurs exécutifs, de CEO, etc. Mais au départ, on n'était que 2 à créer l'entreprise, donc on avait vraiment besoin de cet accompagnement. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup, Paul, pour votre témoignage. Je vous propose qu'on passe à présent aux questions-réponses. Alors, du coup, donc, si vous voulez encore les poser, merci de le faire dans l'onglet dédié. Donc, ce que je vais faire, je vais juste les trier de la plus votée à la moins votée. Du coup, première question de Minkaïla Salami, qui nous dit bonjour. À quel niveau de maturité de projet peut-on participer au Diag Europe? Zéna, je pense que c'est pour toi. Alors du coup, c'est en lien évidemment le Diag Europe avec l'accélérateur de l'EIC. Donc pour être éligible, il faut être à une maturité donc de 6, enfin TRL 6 pardon, sur l'échelle TRL. Je ne sais pas si ça vous parle. Et comme l'a bien indiqué Emmanuel, il faut aussi avoir une traction commerciale, donc notamment au travers des lettres d'intérêt dont il parlait. Je ne sais pas si Emmanuel voulait rajouter quelque chose. Mais non, si. Oui, attendez, oui, alors effectivement, c'est TRL6. Alors moi, je dois vous avouer que pour moi, c'était un vocabulaire très barbare au début et qu'effectivement, et la BPI et les consultants sont capables de vous dire à quel niveau votre dossier se situe sur l'échelle TRL. Et pour nous, on était en démarrage de phase 2, donc très clairement, on était sur ce TRL6. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire appel soit à un consultant, soit à la BPI pour vous aider à évaluer votre niveau de TRL. Ok, super. Le TRL6, peut-être juste pour préciser, c'est avoir un prototype qui a été démontré dans un environnement qui soit représentatif de la réalité. Et donc, à côté de ça, effectivement, avoir une traction commerciale pour pouvoir prouver un peu plus concrètement l'intérêt de votre projet.
Oui, alors j'ajoute effectivement, parce que vous avez des mots tels que preuve de concept ou autres dans l'échelle TRL qui ne sont pas, qui n'ont pas le même sens qu'en développement clinique. En développement clinique, une preuve de concept, c'est une phase 2. Dans l'échelle TRL, une preuve de concept, ça peut très bien être fait au travers soit de modèles animaux, soit de phase 1. Pour être clair. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. Question suivante. Yves Emery, la startup peut-elle proposer un expert pour réaliser les accroissances ou doit-il être obligatoirement référencé dans votre base? Constance, c'est pour toi. C'est bon, vous m'entendez. Alors, vous pouvez faire appel à un expert qui n'est pas référencé dans votre base. C'est pas impossible. Alors nous, par contre, on va quand même s'assurer que l'expert correspond à nos attentes, en fait, tout simplement en termes d'exigences sur. On a un certain nombre d'exigences sur son profil, sur le type d'entreprise qu'il accompagne habituellement, sur son expérience. Donc on va s'assurer en fait qu'il correspond quand même à peu près à ce qui était demandé aux experts lorsqu'ils ont répondu à l'appel à candidature. Donc j'ai pas de critères absolus à vous donner. On étudie en fait si vous faites une demande de diagnostic croissance en indiquant dans la demande un expert qu'on ne connaît pas, on va aller voir l'expert, on va lui demander un CV, une présentation de sa méthode, des références de prestations. Pour nous assurer que voilà, c'est pas une personne qui n'a pas d'expérience dans l'accompagnement de start-up, qui a jamais qui ne connaît pas le milieu de la biotech, par exemple, si vous êtes une biotech, etc. Donc on va un peu regarder son profil. Bon, en général, ça c'est toujours, on a toujours eu des propositions qui correspondaient bien à ce qu'on cherchait, mais par exemple, une fois on s'est vu refuser un profil parce que l'expert qui était proposé était vraiment un expert pour le démarrage d'activité des startups. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le but du Diacroissance, c'est pas pour toutes les startups qui existent de faire leur business plan, mais c'est bien de vous accompagner dans un stade de maturité. Alors, pas nécessairement ultra avancé, mais en tout cas une première étape d'accélération, alors toute proportion gardée par rapport aux problématiques de la deep tech, mais en tout cas qui est déjà quelques preuves voilà, comme on parlait tout à l'heure, preuves de concept, quelques preuves de clients, quelques premiers clients, pour les biotech, des niveaux d'avancement, etc. Donc oui, j'ai juste un dernier point. Je sais pas si donc juste par rapport aux experts. Donc vous pouvez venir avec quelqu'un, on va s'assurer de la cohérence de son profil. La deuxième étape, c'est que alors là c'est assez décorrélé du Diag, mais plus corrélé à BPI France Group. On va devoir l'intégrer dans nos bases d'achat de BPI France, parce que comme on paye nous directement, c'est comme si on achetait une prestation intellectuelle, donc il doit s'intégrer dans tous nos process d'achat interne. Donc là, c'est notre direction qui gère ça. Mais sachez que ça peut prendre pas mal de temps. Donc les 24 heures dont je parlais tout à l'heure de validation, en général, à ce moment-là, c'est assez allongé parce qu'on demande à l'expert c'est une phase très administrative que nous, on gère pas en direct, mais c'est une phase administrative. Et si l'expert met du temps à nous donner ses documents, s'il n'y a pas de demande, etc., ça peut prendre plus de temps pour vous accorder le fait. Et du coup, je pense qu'on peut rebondir sur la question qui suivait, qui était où peut-on consulter la liste des experts conseils? Alors, la liste des experts, elle n'est pas publique. On ne la publie pas, nous, justement. On la diffuse pas dans sa totalité. On s'attache vraiment à faire un travail, à vous proposer, à faire un travail individuel avec vous. Nous, notre objectif, c'est aussi d'échanger avec vous rapidement. C'est pas une demi-heure par téléphone pour comprendre un peu votre problématique et votre secteur d'activité, votre business, et vous proposer à ce moment-là 3-4 experts, on vous envoie leur CV. Si ces profils ne vous conviennent pas, on peut retravailler, on peut replonger dans notre base, etc. On a à peu près une cinquantaine de profils d'experts aujourd'hui. On ne les rend pas publics, on vous en propose 2-3 en général à chaque fois. Super. Et alors, toujours d'accroissance, sur combien de semaines se déroule habituellement la mission de l'expert? Comme M. Fayadel disait, là, vous avez pu avoir cet exemple-là. Nous, on a demandé à ce que ça se passe sur une durée en tout, qu'en tout cas, entre le moment où on valide votre demande et le moment où vous avez le rapport en main, qui se passe à peu près 4 mois. Après, c'est à 4 mois plus un jour, on ne va pas venir en disant attention, vous avez dépassé le temps, etc. Mais c'est à peu près pour vous donner un ordre d'idée.
Après, parfois, il y a des diag croissance qui se font sur 4 semaines. Comme je disais, c'est 5 jours de prestation pour l'expert. Donc, il va y avoir du travail avec vous, il va y avoir du travail individuel de son côté qui va compter comme temps de travail, de structuration, de benchmark, d'organisation, de présentation. Donc, en général, ça dépend de vos disponibilités à tous les deux. Si vous avez des disponibilités, si vous êtes assez flexible, ça peut être réalisé en un mois. Après, l'objectif, c'est pas forcément d'aller le plus vite, c'est aussi entre chaque session, peut-être avec l'expert, d'avoir le temps un peu de réfléchir, que les idées matures, etc. Donc, on est sur 4 mois maximum. Super. La start-up passe-t-elle par son chargé d'affaires BPI France local ou par vous directement pour les diag? Alors, du coup, c'est à peu près la même chose pour le Diag Europe, mais je laisserai Zena compléter s'il y a des petites différences. Mais alors, nous, c'est préférable de toute façon que vous passiez par le chargé d'affaires. Votre chargé d'affaires local, ça reste votre point d'entrée principal BPI France. C'est vraiment lui qui connaît votre dossier, qui va pouvoir déjà vous échanger avec vous pour voir si le Diag, c'est pertinent à ce moment-là par rapport à toute la gamme de produits qu'on a, si c'est pertinent pour votre entreprise. Et nous, de toute façon, une fois qu'on réceptionne la demande, une fois que vous allez sur Internet, là, sur le petit site, faites votre demande, nous, Zena et moi-même, on est notifiés. Et de toute façon, on va se retourner vers le chargé d'affaires pour lui dire, voilà, est-ce que tu as échangé avec l'entreprise, juste pour qu'il soit au courant aussi. Donc, si vous avez un chargé d'affaires en local, c'est toujours mieux de passer par lui pour discuter, en fait, et voir du coup quel même produit de financement pourrait aller éventuellement avec, est-ce qu'il pourrait être ensuite... organiser une stratégie entre guillemets BPI France et de produits BPI France et après par contre quand vous faites la demande c'est notre cuisine interne, ça monte au niveau du siège et après c'est nous qui instruisons les demandes concrètement opérationnellement quoi. Passez par votre chargé d'affaires si vous voulez. Zena, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Du coup, la règle, c'est un peu la même, effectivement, de passer par le chargé d'affaires, à l'exception peut-être que, si vous savez déjà que vous voulez candidater, que vous avez déjà votre cabinet de conseil, mais si c'est plus pour avoir des informations sur le dispositif européen, celui-là ou un autre, là, c'est plutôt effectivement une équipe au siège qui est un peu plus experte sur ces programmes. Donc là, vous pouvez nous contacter en direct si c'est vraiment plus une prise d'information. Après, voilà, si vous savez que vous lancez un diagnostic Europe, comme l'a dit Constance, c'est effectivement votre charge d'affaires qui reste le contact privilégié. Ok, super, merci. Nous venons de finaliser une levée de fonds. Notre problématique est la croissance aux USA, car nos premiers partenaires sont là-bas. Le diagnostic touche-t-il les USA? Je pense Diag Croissance. Oui, je l'avais vu pendant que je parlais. Alors, donc c'est très. En fait, par rapport, juste, je reviens sur ce que je disais sur le Diag quand je vous disais au tout début, ça peut vous aider à préparer une levée de fonds. Évidemment, ça peut aussi tout à fait être pertinent post-levée de fonds, parce que là, du coup, vous êtes dans une phase d'accélération et une fois que l'argent est tombé, j'ai envie de dire, il faut aussi voir comment concrètement, quelles sont les bonnes directions, les bons leviers de croissance à activer pour accélérer. Donc, c'est tout à fait adapté. Alors après, touche-t-il les USA? Comment dire? C'est-à-dire qu'on a des experts, je pense à un en particulier, on en a quelques-uns qui sont spécialisés, qui ont en tout cas une appétence sur l'internationalisation, qui ont eux-mêmes, dans leur passé, on a plutôt des experts au profil expérimenté. Dans leur passé, ont eux-mêmes lancé ou développé des branches de grandes entreprises ou de petites entreprises à l'étranger. Donc oui, tout à fait, ça peut... C'est-à-dire que tous les axes de croissance qui pourraient être intéressants pour vous, ils peuvent être traités. Donc, l'internationalisation, ça peut tout à fait être traité. Après, on n'a pas d'expert. Le but du Diag Croissance, c'est pas une expertise spécialiste Amérique. C'est-à-dire que ça va plus être une expertise pour vous aider à orienter vos choix dans est-ce que je vais en entier aux États-Unis tout de suite, est-ce que j'implante une équipe de 30 personnes ou est-ce que je fais plutôt quelque chose en centralisé, est-ce que vraiment les États-Unis c'est le bon choix aujourd'hui, quelle est la maturité du marché, ça peut être ce genre de choses, mais ça ne va pas être une personne qui concrètement qui va rentrer dans le détail de ce marché-là, c'est plus sur les outils en fait à votre disposition qu'une expertise pays par exemple. Je sais pas si ça répond à la question. Super, merci. Question de Sylvie Sauvégo. Y aura-t-il du retard et des coupes dans les projets européens, notamment évaluation, à cause de la crise du coronavirus? Alors
du retard, il y en a eu un peu dans l'évaluation effectivement du dernier call, mais qui s'est clôturé le 18 mars, donc en plein dans la crise. Maintenant, non, il n'y aura pas de coût budgétaire. Au contraire, il y a plus de budget, notamment pour les projets qui sont justement autour du virus. Mais voilà, pas de coupe et pas de retard prévu pour les prochains calls. Super, bonne nouvelle. Une question pour Emmanuel. Où en étiez-vous au niveau taille de l'équipe Fonds Levé quand vous avez lancé votre première candidature? Et quel délai entre la première et la troisième candidature? Attention micro. Oh, pardon. Voilà. Non, avec Voilà. le micro, ça va mieux. Donc oui, où on était à la première candidature. Ça faisait déjà un an et demi qu'on cherchait à lever des fonds. Notre programme de phase 2 était prêt. Et il ne manquait plus que de pouvoir mettre du diesel dans le camion, comme on dit. Donc tout était prêt, il fallait qu'on puisse appuyer sur le bouton. On a finalisé notre levée de fonds en octobre 2018. Oui, c'est ça, en octobre 2018. Et moi, j'ai commencé à travailler sur le projet européen en avril 2018. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a cherché en parallèle, on savait que ça commençait à bien bouger du côté de la levée de fonds, et en parallèle de ça, j'ai commencé à développer mon propre dossier. La première soumission officielle, donc après à l'Europe, a eu lieu concomitamment avec la levée de fonds, c'est-à-dire c'était octobre 2018. Ensuite, moi j'ai commencé le travail en avril et on a gagné à la session d'avril 2019 avec des résultats qu'on a eu en juin. Donc en fait, la totalité du processus pour moi a pris un an. Super, merci Emmanuel. Alors, si vous voulez plus de détails, première soumission octobre, deuxième soumission janvier, troisième soumission avril. À chaque fois, on a été très, très rapide pour tenter notre chance pratiquement à chaque échéance, nouvelle échéance, ouverture de projet. Oui, d'accord. Très clair, merci. Combien de temps est d'efforts nécessaires pour préparer la candidature au Diag Europe? La candidature au Diag Europe? Oui. Une heure? Oui, parce que de mémoire. Alors moi, en fait, c'est au travers de notre consultant qu'on a eu le conseil d'aller vers le Diag Europe, même si on a des tas de contacts avec la BPI par ailleurs, mais sur cet outil spécifiquement, c'est notre consultant qui nous a mis dessus. Et là, comme le disait Zéna, le dossier est quand même très simple, hein. Il faut donner une liasse fiscale, des photocopies de pièces d'identité. Enfin, il n'y a pas grand chose, hein. Donc, ça prend très, très peu de temps et ça se fait en ligne. Alors, quand je dis une heure, c'est peut-être deux, mais enfin, c'est très, très rapide. Ok. Zéna, tu veux ajouter quelque chose, peut-être? Non, après, je ne sais pas si la question, c'était vraiment pour le Diag Europe ou peut-être pour le dossier européen. Oui, et Olivier a répondu de toute manière en partie. Mais effectivement, je pense que le temps et l'effort pour préparer la candidature au Diag Europe, c'est pas une question, quoi. C'est même pas, c'est pas un dossier, quoi. C'est vraiment une demande en ligne qui prend très peu de temps, comme l'a dit Emmanuel. Bon, super. Et donc une dernière question. Un consultant, entre parenthèses, une grosse agence espagnole, prétend un taux de succès de 30% pour un instrument PME. Est-ce vérifiable? Merci. Alors, est-ce vérifiable? En fait, ce qu'il faut faire, effectivement, il ne faut pas trop se baser sur les taux de succès qui sont communiqués par les consultants, parce que les statistiques, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut. Moi, mon conseil, c'est leur demander vraiment leurs références récentes sur le dispositif, donc les projets qu'ils ont accompagnés et les notes obtenues. J'insiste sur le fait que ce soit des références récentes, parce que le programme, il a débuté en 2014, qu'il il a quand même pas mal évolué depuis 2014, et qu'en plus de ça, dans ces cabinets de conseil en innovation, il y a quand même beaucoup de turnover. Donc voilà, pour être sûr d'avoir des références récentes et donc un cabinet qui travaille actuellement encore sur le montage de ce genre de dossier, et que c'était pas l'affaire d'un consultant qui était là il y a quelques années et qui depuis a quitté le cabinet de conseil. Ok,
Super. Parfait. Et bien, écoutez, je crois qu'on a fait toutes les questions. J'en ai pas vu de nouvelles. Non, mais écoutez, c'est qu'on est bon. Est-ce que, je sais pas, chacun de vous aurait quelque chose à rajouter avant que l'on clôture? Ou pas obligatoirement. Aller vers l'Europe. Oui, si moi mon mot de la fin, c'est pour ce qui est non pas du diagnostic Europe, mais de l'instrument européen. C'est vrai que le taux de succès est très faible, mais en revanche, je suis convaincu que le professionnalisme et comment dirais, la résilience ou la constance et la volonté sont les vraies clés du succès. Et en général, si vous avez affaire à des consultants qui connaissent bien le système, ils vous disent très vite s'ils estiment qu'ils ont des chances que ça passe ou pas. Alors là, je vais rajouter un dernier petit point qui me paraît important. Les consultants, la plupart sont rémunérés de deux façons. La première, c'est des honoraires de dossier. Et avec cette rémunération, ils payent tout juste leurs frais fixes. Et en fait, ils gagnent vraiment de l'argent quand ils ont des succès parce qu'il y a des success fees. Donc, ils ont tout intérêt à sélectionner des dossiers qui ont des chances de réussir. Donc, moi, mon conseil, c'est quand vous allez voir un consultant, faites-lui évaluer les chances de succès de votre dossier et c'est ça, ça vous permettra de déterminer si ça vaut le coup de vous lancer dans l'aventure. Super, encore merci beaucoup Emmanuel pour votre témoignage. Merci à toutes, Zéna, Constance et à Paul également d'avoir réussi à nous rejoindre. Attendez, alors non, on me dit, attention, j'ai pas eu de réponse. Alors le projet, dernière question, est déjà écrit et validé par AFD ONUDI, une monnaie étrangère. Ce dossier peut-il être éligible à la BPI pour un redimensionnement en euros? Est-ce que Zéna, non? Pas sûr d'avoir compris la question. Écoutez, on vous fera passer, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail. On vous fait passer dans tous les cas un questionnaire de satisfaction ensuite. N'hésitez pas à laisser votre mail pour qu'on vous réponde si vous voulez nous expliquer un peu plus précisément votre question. Voilà, bon, écoutez, à nouveau, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci à nos speakers. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.